François, bon, les carnets. Alors, aujourd'hui, je commence avec Bernard Noël et l'iPad, mais après, on va aller voir, hop là, du côté de Hélion. Alors, et là, je relisais, ça risque d'être toute la semaine, ce petit labyrinthe, là, le journal d'un regard de Bernard Noël. Et le journal d'un regard, c'est juste des notes qui sont chiffrées par année, 1970, 71, 73, 76... Et puis, quand on arrive là, à 1978, tout d'un coup, il y a Jean Hélion. Et un texte qui n'est pas long, hein, c'est juste une page et demie. Jean Hélion est le peintre le plus mal vu de notre époque. C'est qu'il dérange le voir, car son œuvre représente l'état critique de la peinture, aussi bien que celui du regard. Jean Hélion aurait pu être le plus grand peintre abstrait français, il ne s'en est pas contenté. Il a piétiné cette position en peignant des nus, des citrouilles, des torchons, des parapluies, du pain, des chapeaux, des journaleries. Quand on lui reproche ces images, on lui en veut de prouver, en le peignant, qu'un chou n'est pas un chou, mais une pensée. Jean Hélion montre en effet que peindre, c'est toujours figurer, et que le véritable débat n'est pas entre l'abstraction et la figuration, mais entre la figuration figurative et la figuration significative. Si Hélion envenime à ce point la question de la représentation, c'est qu'il tranche l'affaire du réalisme. Qu'est-ce que le réalisme ? Rien qu'une abstraction. Jean Hélion ne le dit pas. Il le démontre en peignant la réalité qui n'est jamais une idée toute faite d'elle-même, mais le croisement du visible et du mental. Un tableau n'est-il pas la surface sur laquelle se croise la réalité telle qu'elle se donne à voir et le visible tel qu'il est conçu par celui qui, non content d'être un regardeur, est aussi un penseur. L'extraordinaire n'est d'ailleurs pas que la réalité et la mentalité se croisent ainsi, mais que le peintre, en travaillant l'une par l'autre sa vision et la réalité, aboutissent à une figuration dont la force significative est créatrice de présent, car il n'est de figuration active qu'au présent. Dès lors, qu'est-ce que la réalité ? Non pas deux seins et une toison qui font que l'image d'un corps ressemble à un corps, mais le raccourci qui par deux cercles et deux verticales nous fait voir une vision à travers le visible. Jean Hélion dérange l'image réaliste sur laquelle la société fonde son ordre parce qu'il a toujours dangereusement montré qu'entre la réalité et nos yeux, il y a de la tête. Il y a de la tête. Voilà, texte de Bernard Noël sur Hélion, dans le Journal du regard. Et évidemment, toutes ces choses-là, moi, en littérature, ça me concerne au premier chef. Et là, Hélion. Alors, moi j'ai ça. Et hop là, c'est deux gros volumes. Journal 1963-1984 et journal 1929-1962. C'est édité par Mag. Et moi, c'est rempli de post-it. C'est rempli aussi de dessins, de choses difficiles à trouver. Alors d'où ça me vient, ça, ces deux volumes. Voilà, c'est une histoire avec Didier Ottinger. Didier Ottinger, à l'époque, il était à Beaubourg et il a monté cette expo Hélion. Évidemment, il y avait déjà eu des expos Hélion, mais pas une grande, pas une d'ampleur comme ça. Et Ottinger, c'est pas... Surtout pas n'importe qui. J'ai eu la chance d'être invité. Et Didier, quand on a discuté, il y a évidemment beaucoup de textes critiques aussi. Henri-Claude Cousseau. Salut Henri-Claude. Tu feras pas cette vidéo, mais ça fait rien. Bonne pensée, Henri-Claude. On a aussi chez Sac en commun Didier Ottinger, bien sûr. Puis à la fin, une reprise de textes, un petit peu une anthologie. Il a repris des textes, par exemple, de Ponge et d'autres. Puis évidemment, alors oui, qu'est-ce qu'il y a ? Francis Ponge, Pierre Mabille, John Ashbery, 1960.
Pierre Schneider, encore Francis Ponge en 1964, Georges Limbourg, Raymond Queneau en 1967, encore Ponge en 1970, Alain Geoffroy qui est forcément partout, encore Ponge en 1980, Michel Tournier, voilà, faudrait peut-être que j'arrache la page, parce que ça allégerait le livre. Et puis c'est Lyon dans sa splendeur, Lyon dans sa splendeur. Et évidemment, j'étais très honoré que Ottinger me demande, je crois même que j'avais déjà écrit dans un autre truc, petit catalogue, un truc sur Lyon, j'en suis pas sûr. Et Didier m'a dit, mais je voudrais que dans ce catalogue, quelqu'un parle du journal. Et là, moi, j'ai dit, un journal des Lions, je crois que j'en avais même pas entendu parler. Puis là, il me met ça dans les mains. Puis je dis, bon, bah écoute, pourquoi pas. Puis là, il me dit, mais emmène-les. Alors, vous voyez, on était en 2004, donc si tu rajoutes les mois avant, on devait être en 2003. Et depuis ce temps-là, j'ai les 2 volumes du Journal des Lions chez Mag qui appartiennent à Didier Ottinger. Bon, ils sont disponibles, hein, on les trouve. C'est pas donné. Mais, wow, moi, j'arrête pas. Je me rappelle que donc l'expo, c'était en 2004, l'expo et le catalogue. Je me souviens, un an ou deux après, un petit message à Didier Ottinger, parce qu'on s'est peut-être croisé, mais rapidement. En tout cas, ensuite, il a fait une grosse rétrospective Faulkner, mais là, il ne m'avait pas invité. Et j'ai dit, bah, Didier, il faut que je te rende les Lions, je ne peux pas t'inviter ça par la poste. Et oh, bah, on trouvera bien l'occasion. Ah ouais, mais tu vois, ça fait 20 ans. Didier Ottinger, si tu passes par là parce que tu as vu les Lions, je les ai toujours, tes 2 livres. Alors par contre, ben, ils ont 20 ans de lecture. C'est-à-dire si Didier Ottinger me dit bon, ben, tu me les rends, mes Lions, je lui dis, ben, écoute, tu te les achètes, tu m'envoies la note, parce que là maintenant, ils sont à moi. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait à la sortie? À Beaubourg, avait un truc qui s'appelait... c'était des cartes blanches du dimanche matin. C'était très bizarre, c'était tout à fait atypique. Je ne sais pas s'ils font ça encore maintenant. Et en général, ils font venir une toile, ils la descendent de leur réserve, et là, on improvise devant cette toile. Et là, moi, ben, j'étais parti avec le boulot que j'avais fait, justement, sur le catalogue. Et c'est sur mon site, dans la barre d'infos des descriptions, je vous le mets sur le lien tient livre, Hélion, regard d'un peintre aveugle. Alors, Hélion, journal d'un peintre aveugle, c'est encore un autre bouquin. C'est une édition faite par l'IMEC avec l'ENSBA, donc les Beaux-Arts de Paris. Et ça s'appelle Mémoire de la chambre jaune. Récit et commentaire. Préface Henri-Claude Cousseau. Bonjour Henri-Claude. Et ce qui est fascinant dans ce texte, c'est que Hélion donc perd la vue. Et dans le journal, la perte progressive de la vue, pour un peintre, évidemment, c'est tellement l'intérieur du corps même. Pour un peintre, perdre la vue, c'est une suppression, une Aufhebung, une relève, comme dirait Hegel, dans l'intérieur même du voir. Mais rappelez-vous ce que dit Bernard Noël, de la tête. Et Hélion stockait apparemment chez lui, dans une chambre jaune, mais il ne sait plus qu'elle est jaune, il ne la voit plus. L'ensemble des tableaux qu'il gardait, qui n'avaient pas été vendus, qui n'étaient pas partis dans les musées, chez les collectionneurs, etc. Et à la fin de sa vie, quand il ne voit plus, eh bien, il se fait sortir les tableaux un par un, et il dit pour chaque tableau quelle avait été son intention. Il décrit, il se refabrique les tableaux avec les mots, parce qu'il ne sait plus les voir. Et donc ce livre aussi, moi je l'ai lu là, en préparant ce catalogue. Vous voyez, 2004 aussi, c'est la même période. Je crois que c'est comme le Journal des Lions, ça n'a jamais quitté là, mon étagère des livres les plus immédiatement proches. Alors pour ce truc des Lions, le catalogue, et là moi, je peux le dire, je m'en souvenais plus. Déjà, en cherchant, je disais, ouais, j'ai un livre des Lions là où je regarde. Ah, tiens, c'est le catalogue Beaubourg. Alors je vais retrouver mon texte, et effectivement, et puis vous voyez que
Ottinger m'avait sacrément soigné. Donc, je suis de là, juste là dans l'ouverture du catalogue, ça s'appelle Phrases d'homme au pluriel, Hélion écrivain. Donc évidemment, tu me donnes le journal, Didier. Ben, moi, je le prends au sérieux en tant qu'auteur, comme mémoire là, de la Chambre jaune. Et alors que les textes là sont présentés plutôt 3 colonnes, mais en standard, moi je suis imprimé là en 2 colonnes et en gras, donc ça aussi c'est super cadeau, ce genre de maquette. Et puis je fais 2 pages, une photo d'Hélion lui-même, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, 7 pages, 8 pages. Ah, que 8 pages, mais 8 grandes pages. Et j'ai du mal, même là, à 20 ans de distance, à me dire, moi, comment tu as eu le culot probablement, il y a eu un email. Didier, hein, ça me ferait 8 grandes pages de ton catalogue. Bah, ouais, mais ça. Et l'autre truc, c'est que j'en ai fait un monologue. Et là, sur mon site, c'est marqué Hélion écrivain, entre parenthèses, un monologue. Je n'ai pas repris le titre de Beaubourg. Il y a eu le jour où on cesse, point. D'abord de peindre, ensuite d'écrire, puis simplement de dire, un jour. Le peintre se tait comme il laisse sa toile blanche et enfin vide, j'ai écrit. 26 mars 77. Une compréhension pour l'âge vient avec l'âge. Comme avec souvent dans les carnets. J'aurais pu aussitôt ajouter, je n'ai pas dit la vérité. D'ailleurs, j'avais ajouté part de radotage, de verbiage ou de comédie. Je me suis toujours refusé vieux, refusé aveugle. Depuis si longtemps, je vois mal, je ne vois plus. Quelquefois, je parle contre mes yeux morts. Je dis, 14 décembre 1982, je n'ai plus que 2/10 dans un œil, rien dans l'autre, alors je peins pour y voir clair. J'ai lutté de toutes mes forces pour peindre encore. J'ai dit, 7 janvier 1980, comme je vois mal, on dirait que mon seul œil est couvert d'un verre dépoli. Pourtant, je darde des regards au travers. J'ai fait semblant, tant que j'ai pu, aussi longtemps. J'ai dit, novembre 1980, mon œil unique laisse couler ma vie intérieure sur le papier. Évidemment que c'est faux, évidemment qu'on enrage, on se refuse d'être soi-même, on n'a même plus idée d'à qui ou à quoi on ressemble si le visage qu'on se fait de soi-même dans sa tête vient de tellement plus loin et qu'on ne sait plus ce qu'il est au présent. On est entré dans un temps fait de tous les présents, on vit dans un temps où les images sont tout ce que vous avez peint et que vous emmenez, où les mots qu'on ne dit plus mais qu'on rêve et qu'on pense sont les mots qu'on a écrits toute sa vie. J'ai dit, 11 janvier 1980, dans la glace, j'ai vu, soudain, un vieillard qui me regardait avec ses visières vertes et bleues. Il m'a fait penser à Chardin. Comment ce vieux peintre, au visage peuplé d'ombre, peut-il contenir les pensées jeunes qui l'habitent, mais en être si sûr qu'elles sont saines, qu'elles sont jeunes, les pensées, et qu'on ne s'illusionne pas sur ces mots autant que sur le petit vieux à visière bleue et jaune, à l'œil sous la taie. Un autre jour, en moins d'une ligne, 10 avril 1982. Je suis presque aveugle et si vieux que je suis devenu maladroit. Il y a les verbes. Qui un jour ouvrira mes carnets et s'étonnera du traitement du verbe. En peinture, on sait l'importance des outils. Moi, dans les années claires, j'avais pris goût au nouveau. Même, j'aimais les feutres de couleur. En dessin, on sait l'importance du rythme et d'aller vite, de ne pas tout prendre. J'ai traité les mots en peintre, conscient de ce qu'ils sont un outil, qu'avec eux on vise et que compte seulement la cible et ce trait, et qu'ainsi la peinture, on montre au-delà, on désigne, et qu'ainsi se fait la présence. Mes carnets aiment les verbes parce qu'ils sont chacun comme un de ces crayons, un de ces feutres. On peut même coller des verbes, les assembler 2 par 2 dans la phrase par seule juxtaposition et tout change. 5 mars 1976, nul doute. Chaque être qui passe figure le monde en entier, dans son état présent. Il a belle allure, hein, le mot figure, coincé dans ce qui passe, et un petit paquet de jours plus tard, s'étonner que sous ses doigts naissent 2 usages symétriques de l'infinitif et qu'alors le verbe devenu nom, qu'est être, s'ouvre carrément sur le monde via le verbe. 30 mars 1976, impression de tout contenir, ou plus exactement que le fond de l'être communique avec le fond du monde. Ma difficulté de s'enfoncer aussi loin. On est vieux, on ne voit plus.
On n'écrit plus. On se fait relire les mots qu'on a écrits. On se fait réciter 50 ans de carnet. Il y a dans votre nuit le silence, ainsi des phrases qui reviennent. Le mot phrase, pour moi, est important. Je me moque du langage. J'ai cherché dans la peinture. Le langage est une manière commode de métaphore. J'ai dit que la peinture était une phrase, que peindre était langage, qu'un tableau était syntaxe. Et pour le reste, je les emmerde. De toute sa vie, Elion n'a parlé qu'un langage, Rimbaud, Rimbaud, dans lequel des carnets j'ai écrit un jour 6 noms, 4 peintres, un musicien, un écrivain. Quelquefois, je dois m'en faire relire beaucoup de passages avant de retrouver la bonne phrase. Et après ces 6 noms, dont Rimbaud, 24 octobre 1969, moi-même, si j'ose écrire mon nom après cela, pourquoi pas? On note ces cabotinages. Puisqu'il n'y a pas un mot ou un nom qu'ici on ne retourne sur soi pour le labour, et si dénudé, cette année-là on avait marché sur la lune, moi je faisais d'étranges dessins qui ressemblaient à du théâtre, alors que jamais je n'ai eu goût pour le spectacle, juste l'entrée d'un métro, les gens qui descendent sous la terre, les gens que la ville avale, des silhouettes en noir et bleu, le gros trait du fusain qu'on se tient la main alors que le sol vous recouvre, la marchande des 4 saisons, une religieuse ou une tragédienne discrète, qui sait, la tragédie du monde. On était en 1969, j'en étais encore à ma suite des rondes de mai. Je travaillais à mes clowns, et voilà, la question était devenue celle de dessiner ces trous géométriques par quoi la ville mange les vivants. La bouche du métro, trou carré dans le sol de la ville par quoi elle mange les vivants, et mon abstraction intérieure, peinture. Peindre était allé dans ce noir. Peindre était allé dans ce noir. J'avais écrit 22 décembre 1969 qu'on ne nous emmerde pas avec la dictature posthume des grands hommes, comme j'avais écrit 2 décembre 1969, la suite de mes songes formant en moi une sorte d'épopée. Il y a 3 ans que j'ai cessé les carnets, 50 ans et bouclé. Se taire longtemps a cet avantage, on se souvient dans la masse, on se souvient de tout comme bloc. Je ne suis pas un homme à variation, je n'ai pas été l'homme de beaucoup de questions, mais celle que je posais était au centre de tout, exigeait tout, je l'ai crié par dizaines de fois dans ces carnets. 8 octobre 1969, je me suis penché sur les problèmes de mon temps, j'ai cru les exprimer discrètement, mais fermement. Est-ce qu'il en paraît quelque chose? J'achevais la ronde de mai. Rembrandt avait bien sa ronde de nuit. Moi, j'étais chez Michel-Ange. Je voulais refaire mon jugement. Dans les rues de Paris, grondant, je cherchais le feu comme sentiment, comme construction. Je cherchais le périlleux. 25 août 1969. J'écrivais 26 août 1969. Encore un drapeau rouge de bouffé par le feu, comme j'avais écrit 22 août 1969. L'idée de jugement dernier est irremplaçable. J'écrivais 25 août 1969. Il faut se faire léger, transparent, infiniment, substituer une architecture de mouvement et même de sentiments aux structures géométriques absentes. Parce que cette année où j'aurais peint, 1968, la première phrase écrite a été 22 janvier 1969. Je suis pris dans ce jeu-là, j'ai perdu la tête, parce qu'on fait silence. J'ai arrêté d'écrire dans les carnets en 1983. En 1986, je me les suis fait relire. C'était pour les publier, je disais. Puis je demande à Jacqueline, aux autres, « Lisez, merci de me lire. » Alors, on se lit pour se vérifier. À force de se redire les mêmes phrases dans la tête, on n'est plus sûr de les avoir écrites. On ne sait plus si c'est le carnet de la ronde de mai ou celui des pissotières ou le cul de Jacqueline enfilant son pantalon. J'ai toujours aimé les nus occupés à ces tâches quotidiennes comme on est surpris parfois. Ainsi ce jour, elle encore, arrivant dans l'atelier, un chou serré contre la poitrine. C'était si beau. Je les pastellisais aussitôt. J'ai regretté aussi qu'un jour, on ne m'ait pas mis ça dans les mains étant gosse, les carnets, que ce soit pas un livre qui commence avec moi, comme je finis en eux. J'ai dit naïvement ou quand que j'aurais voulu revoir mes premières locomotives. Je me souvenais aussi d'avoir en 1921 dessiné les gargouilles de Notre-Dame, locomotive et cathédrale. Allez savoir. Quand on n'y voit plus, les lettres ne sont plus claires. Emmerdement d'une vie de peintre. 23 juillet 1974. On enrage d'écrire autrement qu'on le voudrait.
Si j'écris de travers, c'est que j'y vois si mal, mais je crois penser juste, fondamentalement juste. 19 mars 1980, ça ne vous quitte pas comme ça. Le 14 août 1983, j'avais écrit moi-même encore une note, c'était sur l'idée de tragédie, j'avais 79 ans, on est vieux, à 79 ans, il ne devrait pas y avoir des yeux pour les peintres à cet âge. Le 21 avril, une note sur la rumeur du monde, combien j'aurais eu de notes en 55 ans de carnet sur le vieux chant inaudible du monde. Le 30 mai 1983, je me souviens qu'en 1946, j'avais été obsédé ainsi par un thème, un nu ouvrant ses volets au-dessus d'un gisant. J'ai eu une note très énervée le 27 juin. Madame Pompidou et Madame Chirac sont venues au vernissage et personne d'officiel à gauche pour qui j'ai voté toute ma vie. Et puis voilà, fin des carnets. Voilà, j'ai dû lire un tiers là, de ce texte là, que je n'ai pas ni relu ni réouvert depuis 20 ans, là, le catalogue Hélion de l'Expo Beaubourg. Et sur le site, là donc le lien dessous, par exemple, hop là, les dessins des manifs et des CRS de 68, s'il n'y a pas trop de reflets des lions, toutes ces séries qui sont tellement admirables. J'avais mis Jean Hélion, la réalité illimitée dont je parle. Ça, c'est une expression de lui. La réalité illimitée dont je parle. Et j'ai repris, alors là, il y en a, tout à l'heure, j'étais tout surpris, il y en a 56. Et ça aussi, pour moi, en ce moment, là, je suis sur ces questions là, d'archives, pas d'archives, texte perdu, texte oublié, et tout ça. La page, là, sur mon site, elle en est à plus de 9000 visites. C'est quand même incroyable. Et, par contre, ce gros catalogue, alors je suis hyper content, et puis justement, c'est parce qu'il y a eu l'opportunité du catalogue que je suis entré dans les carnets, et que là, ça fait plus de 20 ans que je ne délie pas ces carnets d'Hélion. Et je répète, Didier Ottinger, si tu passes par là, tu me le dis, je t'en offre 2 tomes neufs, ceux-là, je les garde maintenant. Ça y est, c'est du droit juridique. En matière de biens, non, en matière de droit, possession, vaut bien. Bon, on discutera. Mais là, j'avais recopié sur le site, donc il y a plus de 9000 personnes, avec un compteur qui pourrait éliminer tous les spams et tout ça, il se déclenche qu'au bout d'une minute. Quand c'est des pages, là, hop, les robots, les trucs comme ça, c'est pas compté. Alors j'ai pris justement tous les extraits, j'avais recopié, c'est-à-dire que avant de rédiger ce monologue-là, j'avais fait une sorte de sample. Alors le sample, ça donne ça. 1. Préoccupé du monde, monde rond, complet, siège de tous les hommes, 30 juillet 1948. 2. Du reste, je me sens proche de Hölderlin. Le même goût, le même sens de l'ordonnance universelle manifestée par toute chose. La remise de tout cas particulier dans son contexte général, le théâtre où les dieux descendent vers le moindre objet. Dans mes tableaux, le journalier, le porteur de viande, la cabassière, l'homme assis, le joueur de flûte ou de guitare sont des prêtres d'un culte que je ne peux formuler qu'en les peignant. La viande va au sacrifice, la Vénus aux jambes ouvertes ou fermées, fille temple, fille barrée ou en étoile, des fleurs ou des objets aux pieds de tous ces êtres. Voilà ma mythologie, voilà ma grand-messe, voilà mon temps et ses objets rituels. Et je crois que tout cela est vrai, comme tout cela est bon. 28 avril 1963. 3. Phrases visuelles. J'ai fait des phrases d'objets, des phrases d'hommes, rassemblées dans un geste unique, comme le sens d'une phrase. J'en suis à concevoir des phrases unissant dans un même geste le ciel, un arbre, des murs, un glacis, un quai, la mer, les bateaux. 13 juillet 1963. 4. C'est pourtant des notes que j'ai voulu vous entretenir. Ils ne vous éclaireront sur moi-même que par surcroît. 13 juillet 1963. 5. Réalité, réalisme. Sur aucun sujet, on a autant déconné. On voit des gens d'un esprit par ailleurs aigu le confondre avec l'académisme ou le croire donné sans problème. Il n'y aurait qu'à copier, croit-il, l'épingler comme un papillon. 22 août 63. 6. Chaque jour, sur et par le motif forgé, un outil neuf, large et coupant demeure nécessaire. Je ne saurais jamais faire une tête. Il faudra toujours inventer un piège pour la saisir, un piège qui la surprenne, qui exige toute mon adresse, au-delà de toute habitude. Je ne saurais jamais peindre, je ne serai jamais un maître. 30 janvier 1964.
7. On ne saisit qu'un peu de réel. Davantage je recouvre ce qu'on avait découvert. 27 février 1964. 8. Je voudrais bien, pourtant, regagner quelque simplicité, quelque massivité, quelque muralité. Y songer beaucoup. Fin février 1964. 9. Il n'y a pas de motif gai dont je puisse faire une peinture tragique. Mais en revanche, dans tout motif tragique, il se trouve quelque chose de comique. 27 janvier 1965. 10. Je fuis les discussions sur l'art à présent. 19 mars 1965. Voilà, je ne vais pas au bout des 56. Vous avez ça sur le site. 9012 visiteurs. Pour une page mise en ligne. L'expo était en 2004. Et oui, j'ai mis en ligne 10 ans plus tard, en 2014. Ça aussi, ces questions-là de durée, de ce qui tient pas dans un texte. Voilà, carnet d'aujourd'hui. Et content de vous avoir sorti mon journal des lions. Connaissez-vous, vous l'avez chez vous?